certaines blessures invisibles à l'œil nu, creusent des sillons si profonds qu'elles redessinent l'âme à jamais. Mon histoire est celle d'une femme qui a trouvé sa force dans les flammes de la douleur, une leçon apprise au prix de larmes et de combats silencieux. Avant de vous entraîner dans ce récit, je vous invite à cliquer sur le bouton d'abonnement si vous êtes touché par les histoires vraies, celles qui parlent de lutte et de victoire face à l'adversité. Laissez un petit cœur sur cette vidéo et dans les commentaires, partagez d'où vous m'écoutez aujourd'hui. Votre soutien est une lumière qui guide mes mots, permettant à ces récits de courage d'atteindre d'autres cœurs, d'autres âmes en quête d'espoir. Je m'appelle Dorothée Moreau, j'ai 21 ans aujourd'hui, and 1954, à seulement 20 et 1 an, je pensais avoir tout compris de la vie. J'étais l'aînée de 3 filles dans une famille respectable de la classe moyenne de Cahors, dans la vallée du Lot. Mon père travaillait à l'usine de papier local. Ma mère maintenait notre maison impeccable, tout en nous élevant, mes sœurs et moi, pour être des dames parfaites. Je me souviens encore de l'odeur du parfum de lavande de ma mère, se mêlant au parfum de la tarte, aux pommes refroidissant sur le rebord de la fenêtre chaque dimanche. J'ai rencontré Richard lors d'une rencontre paroissiale à 19 ans. Il venait de rentrer de son service en Indochine, grand, séduisant dans son uniforme, avec ce sourire confiant qui faisait craquer toutes les filles, mais c'est moi qui l'a choisi. Richard Moreau était promis à un bel avenir, intelligent, ambitieux, avec un diplôme en commerce grâce à une bourse pour vétérans. Quand il m'a demandé en mariage après seulement 6 mois de cours, je n'ai pas hésité. Ma mère pleurait de joie en m'aidant à enfiler ma robe de mariée, murmurant que j'avais attrapé le meilleur poisson de l'étang. Notre mariage fut l'événement mondain du printemps 1952. Je portais le collier de perles de ma grand-mère, une robe avec tant de couches de tulle que je passais à peine les portes de l'église. Mes jeunes sœurs, Ruth et Béatrice, étaient mes demoiselles d'honneur. Béatrice n'avait que 17 ans, encore au lycée, ses boucles dorées dansant alors qu'elle riait pendant la cérémonie. Elle était toujours la plus jolie, celle qu'on remarquait en premier, avec ses yeux bleus éclatants, son rire contagieux. Je ne pensais jamais à la manière dont le regard de Richard s'attardait sur elle lors des réunions familiales. J'étais trop occupée à être l'épouse parfaite. Nous emménageâmes dans une petite maison de départ dans le nouveau lotissement à la périphérie de la ville. Richard obtint un poste chez Manufacture Moreau. Je maintenais notre maison comme ma mère me l'avait appris. Je repassais ses chemises avec des plis parfaits, préparais son rôti préféré tous les jeudis, ne me plaignais jamais quand il rentrait tard de réunion d'affaires. En 1957, nous avions 2 beaux enfants, David et Linda. Avions déménagé dans une maison plus grande dans le meilleur quartier de la ville. Richard grimpait l'échelle corporative plus vite que quiconque ne l'avait prévu, devenant le plus jeune chef de département de l'histoire de l'entreprise. De l'extérieur, nous incarnions le rêve français. Nos photos de cartes de Noël montraient un mari séduisant
une épouse souriante dans une robe impeccablement repassée. 2 enfants aux cheveux dorés posant devant notre maison coloniale en briques. Nous rejoignîmes le club de campagne en 1960. Richard jouait au golf avec les cadres de l'entreprise tous les samedis, pendant que j'assistais au déjeuner de dames, aux réunions du comité de charité. Je vivais la vie pour laquelle ma mère m'avait préparée. Du moins, c'est ce que je pensais. Béatrice ne se maria jamais. Elle alla à l'école de secrétariat, emménagea dans un appartement en centre-ville. Elle nous rendait souvent visite, apportant des cadeaux pour les enfants, restant toujours pour le dîner. Pauvre Béatrice, disait ma mère, elle n'a pas encore trouvé le bon. Béatrice devint une figure régulière lors de nos réunions familiales, toujours prête à garder les enfants ou à aider pour les fêtes. Richard insistait pour qu'on l'inclue, disant que c'était la chose charitable à faire. Je ne soupçonnais jamais que ces motifs n'étaient pas purement familiaux. Le premier indice vint en 1963. Je trouvais une boîte d'allumettes du motel Étoile dans la poche de la veste de Richard, en faisant la lessive. Quand je lui posais la question, il rit, disant qu'ils y avaient emmené un client pour boire un verre. Je le crus, car c'est ce que faisaient les bonnes épouses. Elles faisaient confiance à leur mari. La trace de rouge à lèvres sur son col 3 mois plus tard fut expliquée comme un accident quand sa secrétaire avait trébuché. Les nuits tardives devinrent plus fréquentes, s'étendant souvent après minuit. Je gardais mes soupçons enfouis profondément, me concentrant plutôt sur mes enfants, mon travail bénévole à l'hôpital. Je commençais à suivre des cours de dactylographie à l'école communautaire, disant à Richard que c'était juste pour garder mon esprit vif pendant que les enfants étaient à l'école. En réalité, quelque chose en moi savait que j'aurais peu être besoin de ces compétences un jour. C'était le premier petit acte de rébellion dans ma vie parfaitement orchestrée. En mars 1965, j'organisais une surprise pour le 36 anniversaire de Richard. J'avais arrangé avec sa secrétaire de libérer son après-midi pour que je puisse l'emmener déjeuner dans son restaurant de viande préféré. Quand j'arrivais chez Manufacture Moreau à midi, sa secrétaire sembla confuse. Monsieur Moreau a appelé ce matin disant qu'il se sentait mal, qu'il travaillerait de la maison aujourd'hui. Un frisson me parcourut alors que je souriais, les martis. Prétendant avoir oublié, je rentrais lentement chez nous, répétant ce que je dirais en le trouvant là, probablement à travailler sur des rapports comme il le prétendait, mais notre allée était vide. Sur une intuition, je passais devant l'immeuble de Béatrice en centre-ville. Sa voiture était là, garée sans gêne dans l'emplacement des visiteurs. Je restais dans ma Citroën pendant près d'1 heure, observant l'entrée de l'immeuble, mes mains serrant le volant si fort que mes jointures devinrent blanches. Quand ils sortirent ensemble, Ryan, son bras autour de sa taille d'une manière immistakablement intime. Quelque chose c'est Brisa et moi. Ils s'embrassèrent avant qu'il ne monte dans sa voiture. Pas un baiser familier sur la joue, mais une étreinte passionnée qui me dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Je ne les confrontais pas à ce moment-là, à la place. Je rentrais chez moi, préparais le dîner préféré de Richard, agi comme si rien ne s'était passé quand il arriva.
prétendant avoir été alitée avec une migraine toute la journée, en le regardant manger le rôti que j'avais préparé avec tant de soin, écoutant ses mensonges si naturels, je pris une décision. Dorothée Moreau ne serait plus la dupe dans cette histoire. Cette nuit-là, après que Richard se fut endormi, je me tins devant la fenêtre de notre chambre, regardant la rue de banlieue calme bordée de maisons identiques, remplie d'épouses, peu être comme moi, vivant des mensonges parfaits. Je me promis que, quoi qu'il arrive, ensuite, je ne serai plus jamais la femme qui ne savait pas, qui n'agissait pas, qui acceptait de jolis mensonges plutôt que des vérités laides. Ma mère m'avait élevée pour être une bonne épouse, mais elle ne m'avait jamais appris quoi faire quand être bonne ne suffisait pas. Richard ne savait pas que sa trahison avait planté une graine en moi, une graine qui grandirait en la revanche la plus élaborée qu'une femme au foyer des années 1960 pouvait imaginer. Et cela commencerait par une simple candidature à l'étude juridique qui gérait toutes les affaires légales de Manufactures Moreau. Alors que le printemps se transformait en été 1965, je passais de Dorothée Moreau, l'épouse de banlieue parfaite, à quelqu'un que je reconnaissais à peine dans le miroir, une femme avec un but au-delà des plats cuisinés, des trajets scolaires, l'étude morale. Millet et Cohen occupaient tout le 5e étage du plus haut bâtiment du centre-ville. Sa réception lambrissée d'acajou intimidante par conception. Je portais mon meilleur tailleur bleu avec un foulard de soie au cou, serrant mon curriculum vitae fraîchement tapé dans des mains tremblantes. Madame Moreau, dit Monsieur Cohen, examinant ma candidature avec des yeux sceptiques, vos compétences en dactylographie sont correctes, mais nous engageons généralement des femmes plus jeunes, sans obligation familiale. Son accent sur les 2 derniers mots rendait son message clair. Les femmes mariées avec enfants n'étaient pas considérées comme des employés fiables. Mes enfants sont à l'école toute la journée. Monsieur Cohen, répondis-je avec un calme que je ne ressentais pas. Et je crois que la fiabilité se démontre, ne s'assume pas. Je marquais une pause avant d'ajouter je crois aussi que vous gérez les contrats pour Manufactures Moreau, où mon mari est chef de département. Ses sourcils se levèrent légèrement. Mentionner Richard était un risque calculé. Je savais que les associés valorisaient leur connexion corporative. Nous pourrions avoir un poste dans notre département de classement, offrit-il. 3 jours par semaine, salaire minimum. Ce n'était pas le poste de secrétaire pour lequel j'avais postulé, mais c'était une porte d'entrée. Quand puis-je commencer? Des mandages, déjà en train de formuler le mensonge que je dirais à Richard à propos de rejoindre un nouveau comité de charité. Ce premier jour dans la salle de classement fut comme entrer dans un autre monde, entouré de grands classeurs, remplis de dossiers manies, respirant l'odeur du papier, de l'encre au lieu de la cire de sol, du rôti. Je me sentais étrangement libérée, Madame Gressan, une veuve dans la soixantaine qui supervisait le département de classement, me regardait avec suspicion. Pourquoi une femme comme vous voudrait-elle ce travail? Demanda-t-elle franchement pendant notre pause déjeuner dans la petite cuisine des employés
Votre mari est un gros bonnet chez Moreau, n'est-ce pas? Je l'ai vu quand il vient pour des réunions avec les associés. Je réfléchis soigneusement à ma réponse. Disons simplement que j'ai besoin de quelque chose qui m'appartienne à moi seule. Répondis-je, soutenant son regard fermement. Elle m'étudia un long moment avant de hocher la tête. Eh bien, si vous allez rester autant apprendre correctement, à partir de ce jour, Madame Grayson devint mon alliée inattendue, m'apprenant le système de classement complexe qui organisait la vie juridique de la moitié des entreprises de la ville. À l'automne, j'avais accès à la plupart des archives de l'étude, y compris, crucialement, les documents corporatifs de Manufacture Moreau. Je restais tard chaque fois que je pouvais, prétendant des réunions de charité à Richard, qui remarquait à peine mes absences, étant lui-même souvent en train de travailler tard. J'étudiais ces documents avec une intensité qui me surprenait moi-même, apprenant sur les accords d'actionnaires, les transferts de propriété, les fondements légaux de la propriété corporative. Un soir d'octobre, Monsieur Miller me trouva en train de lire un épais dossier de précédent de droit immobilier, longtemps après que tout le monde était parti, ambitieuse pour la salle de classement. Madame Moreau remarqua-t-il avec amusement, j'essaie juste de comprendre comment tout s'emboîte. Monsieur, répondis-je, le cœur battant d'être découverte. Au lieu de me réprimander, il s'appuya contre le bureau. Cohen a mentionné que vous êtes l'épouse de Richard Moreau. Quand je hochai la tête, il continua. J'ai joué au golf avec lui au club le week-end dernier. Il n'a jamais mentionné que sa femme travaillait ici. Il ne le sait pas. Admis, j'apprécierais votre discrétion. Il m'étudia avec un intérêt nouveau. Vous savez, nous cherchons une assistante juridique qui comprend le droit immobilier. Le poste nécessite des cours du soir à l'école communautaire, mais il paye mieux que le classement. L'opportunité était inattendue mais parfaite. À Noël 1965, j'étais inscrite à des cours d'assistante juridique 3 soirs par semaine. Pour Richard, j'avais rejoint le conseil de l'hôpital, un programme d'alphabétisation pour les enfants défavorisés, des excuses pour mes absences fréquentes qui jouaient sur sa vanité d'avoir une épouse charitable. Il se vantait de mon travail bénévole auprès de ses collègues, alors même qu'il passait ces mêmes soirées avec ma sœur. La trahison de Béatrice me blessait plus profondément que celle de Richard. Elle venait dîner chez nous tous les dimanches, jouer avec mes enfants, accepter mon hospitalité, tout en me regardant dans les yeux. Elle m'entend. Parfois, je les surprenais à échanger des regards à travers la table, leur communication secrète étant un langage que je n'étais pas censée comprendre. Chaque sourire qu'ils partageaient alimentait ma détermination à l'étude. Je m'épanouis. Le poste d'assistante juridique me donna accès au mécanisme de la richesse, de la propriété, comment les actifs pouvaient être transférés, comment la propriété pouvait être cachée ou révélée. Monsieur Miller devint une sorte de mentor, impressionné par ma rapide compréhension des concepts juridiques, mon attention méticuleuse aux détails. Vous avez un esprit naturel pour ce travail, me dit-il, après que je lui ai aidé à organiser un transfert de propriété particulièrement complexe. La plupart des assistantes juridiques
mettre des années à atteindre votre niveau de compréhension. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'étudiais chaque nuit après que Richard s'était endormi, parcourant des manuels juridiques à la lampe de poche, comme une espionne apprenant les codes ennemis. Je luttais pour mon avenir de la seule manière que je connaissais, avec une détermination silencieuse, une préparation minutieuse. À l'été 1966, j'avais planifié mon prochain mouvement. Richard avait investi dans diverses propriétés autour de la ville, utilisant les primes de sa récente promotion en tant qu'épouse. J'avais signé de nombreux documents sans les questionner, maintenant. Avec mes nouvelles connaissances, je revisais des copies de tout ce que je pouvais accéder via les archives de l'étude. Je découvris que Richard avait acheté 3 propriétés locatives dans une zone en développement au nord de la ville, mais une seule était à nos noms conjoints. Les autres étaient répertoriés sous Morrow Holdings, une entité séparée que Richard avait créée avec des partenaires non nommés. Je soupçonnais fortement que Béatrice était impliquée, peut être préparée pour un avenir ensemble. En août, Richard annonça qu'il devait assister à une conférence d'1 semaine à Lyon. C'est une opportunité importante, expliqua-t-il, évitant mon regard. Le poste de vice-président s'ouvre l'année prochaine. Cela me mettra en lice. Je souris, promis de tout gérer à la maison. Dès que son vol décolla, je me rendis à l'appartement de Béatrice, utilisai la clé de secours qu'elle nous avait donnée pour les urgences pour entrer. Les preuves étaient partout. Le whisky préféré de Richard sur son chariot de bar, ses boutons de manchette monogrammés sur sa commode, des photographies d'eux ensemble cachées dans le tiroir de sa table de nuit. L'une les montrait au motel Étoile, daté de 3 ans plus tôt. La trahison durait bien plus longtemps que je l'avais imaginé. Je ne pris rien, ne laissai aucun signe de ma visite. À la place, je me rendis au bureau des registres du comté, demandai des copies de tous les documents liés à Morrow Holdings. L'employé, une femme de mon âge nommée Judith, sembla désolée. Ces registres nécessitent une ordonnance du tribunal ou le consentement du propriétaire pour y accéder, expliqua-t-elle. Je me penchai plus près. Judith, mon mari a créé cette entreprise, peut être avec ma sœur pendant qu'ils ont une liaison depuis des années. J'ai 2 enfants à protéger. C'était la première fois que je disais la vérité à voix haute à quelqu'un. Son expression change. La salle des registres ferme à 17h, dit-elle doucement. Je prends ma pause à 6h30. La section M est au 3e rayon en bas, rangée 14. Cet après-midi changea tout. Morrow Holdings n'était pas seulement pour les propriétés locatives. C'était là que Richard canalisait une partie importante de ses revenus, probablement pour construire une vie avec Béatrice qui ne m'incluait pas. Mais il avait commis une erreur cruciale sur les documents d'incorporation originaux déposés avant que leur liaison ne commence. Il m'avait listé comme propriétaire à 40%, probablement pour éviter certaines implications fiscales. Armé de cette connaissance, je pris rendez-vous avec Monsieur Miller, non pas en tant qu'employé,
Mais en tant que cliente, quand je lui montrais ce que j'avais trouvé, il siffla doucement: Dorothée, êtes-vous sûre de vouloir poursuivre cela? Demanda-t-il. Ces affaires deviennent souvent compliquées, surtout avec la famille impliquée. J'ai vécu dans la complication pendant des années sans le savoir, répondis-je. Je préfère y faire face consciemment maintenant. Tout au long de l'automne et de l'hiver 1966, je travaillais avec Monsieur Miller pour documenter méthodiquement tout. Nous suivîmes les mouvements d'argent, les acquisitions de propriétés, l'épreuve de la liaison. Pendant ce temps, à la maison, je maintenais une façade parfaite, recevant les associés d'affaires de Richard pour le dîner, assistant aux fonctions de l'entreprise à son bras, invitant même Béatrice pour les fêtes. Au début de 1967, Richard était sur le point d'obtenir sa promotion de vice-président, totalement inconscient que sa femme comprenait maintenant chaque aspect de sa vie financière, avait commencé à la réorganiser stratégiquement, utilisant ma position légale et la propriété de 40% de Moro Holdings. J'initiais discrètement des transferts qui finiraient par consolider les actifs sous mon contrôle. Vous jouez un jeu dangereux, me prévint Madame Grayson un après-midi, après avoir observé ma détermination concentrée. Les hommes comme votre mari ne perdent pas gracieusement. Ce n'est pas un jeu, répondis-je, levant les yeux du document que je préparais. C'est une question de survie. Ce que Richard et Béatrice n'ont jamais compris, c'est que je ne me battais pas seulement pour l'argent ou la propriété. Je réclamais ma dignité pièce par pièce, document par document. Dans leur arrogance, ils croyaient que j'étais trop simple, trop dévouée à mon rôle d'épouse, de mère, pour comprendre leur tromperie, leur sous-estimation serait leur perte, alors que l'hiver fondait dans le printemps de 1967. Je finalisais mes préparatifs. Le 38 anniversaire de Richard approchait en mars, traditionnellement célébré, avec une fête chez nous pour les collègues, les amis. Cette année, j'avais prévu quelque chose de spécial. Ce serait une réunion que personne n'oublierait, surtout pas mon mari et ma sœur. Le 15 mars 1967, l'aube se leva claire, lumineus, un jour de printemps parfait qui ne laissait rien présager de la tempête que j'allais déclencher. La célébration de l'anniversaire de Richard était prévue pour 19h ce soir-là. J'avais invité 30 personnes, ses collègues de Manufacture Moro, nos voisins, des amis du club de campagne et bien sûr la famille, y compris Béatrice. Je passais la journée à préparer avec un soin inhabituel. La maison brillait de haut en bas, des fleurs fraîches ornaient chaque pièce. J'avais commandé son gâteau au chocolat préféré à la boulangerie du Pont Centre-Ville, où il savait exactement comment il aimait le glaçage à la noix de coco. La table de la salle à manger était dressée avec notre meilleure porcelaine, notre cristal, des cadeaux de mariage qui semblaient maintenant des reliques de la vie d'une autre femme. À 17h, je me tenais devant le miroir de ma chambre, appliquant du rouge à lèvres d'une main sûre. J'avais choisi une nouvelle robe pour l'occasion, pas ma robe pastel habituelle, mais une robe fourreau bleu roi qui épousait ma silhouette d'une manière que Richard n'avait pas vue depuis des années.
Mes cheveux étaient coiffés dans un carré plus moderne, inspiré par celui de Jacqueline Kennedy. La transformation n'était pas seulement physique, quelque chose dans mes yeux avait changé, une dureté nouvelle née de 13 mois de planification méticuleuse. Maman, tu as l'air différente, dit Linda, apparaissant à la porte dans sa robe de fête. À 12 ans, elle commençait à remarquer les choses avec une perception de jeune femme. Parfois, le changement est nécessaire. Ma chérie, répondis-je, ajustant mon collier de perles, le même que j'avais porté le jour de mon mariage. Peux-tu vérifier si David est prêt? Les invités arriveront bientôt. À 18h30, Monsieur Miller était arrivé, apparemment comme invité, mais en réalité comme mon témoin juridique. Sa présence était ma police d'assurance. Richard l'accueillit avec surprise, mais un plaisir évident. Supposant que la présence de l'associé principal signifiait de bonnes choses pour les relations de Manufacture Moreau avec l'étude, s'il savait seulement. Béatrice arriva à 18h45, portant une robe que je reconnus de notre virée shopping du mois dernier. Un voyage pendant lequel elle avait prétendu m'aider à choisir un cadeau pour Richard, tout en sachant qu'elle était celle qui partageait vraiment sa vie. Elle m'embrassa sur la joue, me tendit un paquet emballé. « Tu t'es surpassée. » Dot, dit-elle, jetant un œil aux préparatifs élaborés. L'endroit est magnifique. Je voulais que tout soit parfait, répondis-je, mon sourire n'atteignant jamais mes yeux. Ce soir est spécial. Richard fit son entrée à 19h précise, frais du travail dans son meilleur costume, jouant le rôle du garçon d'anniversaire surpris, bien que nous ayons cette fête à la même date depuis des années. Il accepta les félicitations, les poignées de main avec un charme pratiqué, son bras frôlant parfois celui de Béatrice, alors qu'ils circulaient séparément dans la foule, mais dans une orbite évidente, inconsciente l'un de l'autre. Le dîner fut servi à 20h. Rôti couronné avec tous les accompagnements, servi par un personnel de traiteur que j'avais engagé pour la soirée. Un autre écart par rapport à mes habituels repas faits maison. Richard haussa les sourcils devant cette extravagance, mais semblait satisfait de l'impression que cela faisait sur ses collègues. Je l'observais tenir court à la tête de la table, si confiant dans sa position, si sûr de son contrôle sur nos vies. Après le dîner, alors que les invités se mêlaient dans le salon avec des cocktails, je fis un signe à Madame Grayson, qui était arrivée tard comme prévu. Elle monta discrètement à l'étage, revint quelques minutes plus tard avec un hochement de tête subtil. Tout était en place à 20h30. Je tapais une cuillère contre mon verre de cristal, demandant l'attention. La pièce se tut alors que tous les regards se tournèrent vers moi. Merci à tous d'être venus célébrer l'anniversaire de Richard. Cominciai. Ma voix ferme, malgré les battements de mon cœur. Après 15 ans de mariage, j'ai appris que les surprises gardent la relation excitante. Un rire complice parcourut la pièce. Richard sourit avec indulgence depuis son fauteuil, un whisky à la main. « À quoi t'es-tu occupée, Dorothée ?» demanda-t-il, une pointe de curiosité sincère, perçant son affection pratiquée. « J'ai préparé un cadeau spécial cette année, continuai-je, souriante.
un qui reflète la véritable nature de notre partenariat. Madame Grayson apparut à mes côtés avec un grand paquet emballé que je posais sur la table basse devant Richard. La pièce regardait avec anticipation alors qu'il le déballait, révélant un portefeuille en cuir embossé du logo de Manufacture Moreau. Ouvre-le, l'Ankuregaye, alors que la confusion traversait son visage. À l'intérieur se trouvaient des documents des designs, méticuleusement organisés avec des onglets de couleur. Son expression se figea alors que il reconnut l'entête de Moreau Holdings sur la première page. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il, sa voix tombant à un murmure dangereux. « Juste les documents officialisant ton transfert de l'intérêt majoritaire dans Moreau Holdings à moi ?» répondis-je d'un ton conversationnel, comme si je parlais de la météo, ainsi que les actes de transfert pour les propriétés locatives de la rue de l'Érable, de l'avenue du Chêne. La couleur quitta son visage. À travers la pièce, le verre de champagne de Béatrice glissa de ses doigts. Se brisant sur le parquet, personne ne bougea pour le ramasser. Tous les yeux étaient fixés sur le drame qui se déroulait. Il doit y avoir une erreur, dit Richard, tentant un rire qui ressemblait plus à un hoquet. Dorothée ne sait rien des affaires. Au contraire, intervint Monsieur Miller doucement, à Vincent. Madame Moreau a développé une expertise considérable en droit des affaires cette dernière année. Ces transferts sont complètement légitimes. Signés par vous, notariés. Dûment déposés, des murmures confus se répandirent dans la pièce, alors que les invités tentaient de comprendre la situation. Richard feuilleta frénétiquement le portefeuille, sa composure s'effondrant à chaque page. « Tu peux pas faire ça » siffla-t-il. Il, assez bas, pour que seuls les plus proches entendent. « Tu ne comprends pas ce que tu fais. »« Je comprends parfaitement, » répondis-je, « tout comme je comprends la nature de tes voyages d'affaires, de tes réunions tardives. » Je me tournai vers notre public. « Oh, Miss, je m'excuse pour la gêne, mais puisque nous sommes tous ici famille, oh, Miss, collègues, j'ai pensé qu'il serait efficace d'annoncer quelques changements. Dès ma poche, je sortis une petite pile de photographies, les levai. Ce sont des copies. J'ai les originaux en lieu sûr. Elle montrait clairement Richard et Béatrice entrant et sortant du motel Étoile à différentes dates, chacune horodatée, documentée. Un hoquet collectif traversa la pièce. Béatrice pressa une main sur sa bouche, les larmes montant dans ses yeux. Richard se précipita sur les photos, mais je reculai doucement. À effet immédiat, continuai-je, ma voix claire dans le silence, stupéfait. Je vais assumer la gestion de Moreau Holdings, de ses actifs. Je prendrai également un rôle plus actif dans nos affaires financières. Je marquai une pause, rencontrant le regard de Richard, y compris ta position chez Manufacture Moreau. « Di quoi parles-tu » bégaya-t-il. Monsieur Miller avança à nouveau. « Madame Moreau contrôle maintenant la participation de 15% dans Manufacture Moreau, précédemment détenue par Moreau Holdings. Combinée aux actions déjà à son nom dans votre portefeuille conjoint, elle a maintenant une influence significative auprès du conseil
le vice-président de Manufacture Moreau, Charles Villeneuve, posa son verre avec un bruit sourd. Et c'est vrai, Moreau, tu as géré une entreprise parallèle en utilisant des connexions corporatives. Le visage de Richard se tordit de fureur alors que sa vie professionnelle, personnelle, s'effondrait simultanément. Il se tourna vers Béatrice avec désespoir, mais elle reculait déjà vers la porte, son mascara coulant sur ses joues. Dorothée, s'il te plaît, dites Richard, sa voix tombant à un murmure suppliant. Nous pouvons en discuter en privé, ce que tu veux. Ce que je veux, interrompis-je calmement. Et déjà dans ce portefeuille, signé, scellé, livré, Madame Grayson apparut avec un gâteau d'anniversaire flamboyant de bougies, le posant devant Richard, avec une satisfaction sombre. Fais, on veut. Monsieur Moreau, dit-elle, je crois que tu en auras besoin. Un par un, les invités commencèrent à trouver des excuses maladroites pour partir. Les collègues de Richard évitaient le contact visuel, se distançant déjà de sa chute. Béatrice s'éclipsa sans dire au revoir, même pas à moi, sa sœur, dont elle avait aidé à défaire la vie, fil par fil. En 30 minutes, il ne restait que Richard, les enfants, qui étaient restés à l'étage jusqu'au gâteau, Monsieur Miller, Madame Grayson et moi. David et Linda sentirent la tension, mais ne comprenaient pas sa source. Peut-on manger le gâteau maintenant? Demanda David, inconscient du drame adulte. Bien sûr, mon chéri, répondis-je, lui coupant une généreuse part. C'est toujours un anniversaire. Après tout, Richard regardait engourdi ses enfants savourer leur gâteau, la réalité de sa situation s'installant quand il leur en finit, retournèrent à l'étage et il parla, enfin. Que se passait-il maintenant? Demanda-t-il. Toute prétention volée, maintenant, dis-je, m'asseyant face à lui, nous discutons des termes. Tu peux me combattre, tout perdre, y compris ta réputation, ta carrière, ou tu peux accepter le nouvel arrangement qui est nous maintenons les apparences, tu conserves ton emploi pour l'instant, mais sous ma supervision, nous vivons comme une famille pendant que les enfants sont à la maison. Ta relation avec Béatrice s'arrête aujourd'hui. Je me penchais en avant. En retour, je ne partage pas ces photos avec le conseil d'administration. Ne demande pas un divorce très public pour cause d'adultère. Ses mains tremblaient alors qu'il fermait le portefeuille. Tu as pensé à tout. J'avais une excellente motivation, répondis-je. Et beaucoup de temps pendant que tu étais avec ma sœur. Après le départ de Monsieur Miller et Madame Grayson, Richard et moi restâmes assis en silence parmi les débris de la fête. Berresales, gâteau à moitié mangé, reste brisé de la vie que nous avions prétendu avoir. Je ne pensais pas que tu en étais capable, dit-il enfin. Un mélange de peur, d'admiration réticente dans la voix. C'était ton erreur, répondis-je, me levant pour commencer à débarrasser la table. L'une des nombreuses, cette nuit-là, Richard dormit dans la chambre d'amis. Je restais éveillée dans notre lit, ni triomphante, ni dévastée, juste résolue.
Le chemin à venir serait difficile, naviguer un mariage qui était maintenant plus un arrangement d'affaires qu'une relation protéger mes enfants de la plaine, l'aide-vérité, reconstruire ma vie à mes propres conditions. Mais pour la première fois depuis que j'avais trouvé la voiture de Richard devant l'appartement de Béatrice, je ressentis quelque chose comme la paix, non parce que j'avais gagné. Il n'y avait pas de gagnant dans cette triste histoire, mais parce que j'avais refusé d'être une victime silencieuse, la femme au foyer des années 1950 que j'avais été élevée pour être, s'était transformée en quelque chose d'entièrement différent. Une femme qui ne confondrait plus jamais la soumission avec la vertu, le silence avec la force. Au lever de l'aube, le 16 mars 1967, Dorothée Moreau, belle épouse, sœur, trahie, femme sous-estimée. Cessa d'exister, à sa place se tenait Dorothée Moreau, architecte de son propre destin, capitaine d'un navire qu'elle avait arraché à des mains traîtresses. Le voyage n'était pas terminé, mais au moins maintenant, c'était moi qui traçais la route. Le matin après l'anniversaire de Richard, notre maison semblait un champ de bataille, devenu silencieux. Le petit déjeuner fut une affaire sans mots. Richard, évitant mes yeux, les enfants sentant la tension mais incapables de la nommer quand il partit au travail. Son baiser sur ma joue était mécanique, une performance pour les enfants plutôt qu'un geste d'affection. Lorsque la porte d'entrée se ferma derrière lui, je me permis un moment de doute. Étais-je allé trop loin? La réponse vint rapidement, alors que je me souvenais de l'évasion larmoyante de Béatrice lors de la fête. Non, je n'avais fait que commencer. Ce printemps-là se déroula différemment de tous ceux de ma vie mariée. Richard maintenait une distance froide, rentrant exactement à 18h, faisant des conversations anodines au dîner, se retirant dans la chambre d'amis, officiellement devenu le bureau de papa. Dans notre fiction familiale, les enfants acceptèrent cette explication sans question, habitués depuis longtemps à l'absence émotionnelle de leur père, bien avant son absence physique. Béatrice quitta la ville sans un au revoir. Son appartement fut vidé du jour au lendemain. Une adresse de réexpédition déposée à la poste menée à Brest. Aussi loin de Cahors qu'elle pouvait raisonnablement aller, ma mère appela, confuse par le départ soudain de Béatrice. Elle a dit que c'était une opportunité d'emploi, expliqua maman, la voix grésillante à travers la ligne téléphonique. Mais tout s'est passé si vite. Vous êtes-vous disputé? Quelque chose comme ça, répondis-je, peu désireuse de briser le monde de ma mère avec la vérité. Elle avait 72 ans maintenant. Certains fardeaux étaient à moi seule à porter chez Manufacture Moreau. La position de Richard devenait de plus en plus précaire. Charles Villeneuve, le vice-président qui avait assisté à la fête d'anniversaire, m'appela dans son bureau fin avril, un mouvement sans précédent qui fit des vagues dans le moulin à ragot de l'entreprise. Madame Moreau, mais salua-t-il, se levant derrière son imposant bureau. Merci d'être venu, monsieur Villeneuve, répondis-je, prenant le siège offert avec la posture confiante que j'avais pratiquée devant mon miroir. J'apprécie votre discrétion dans cette affaire. Il m'étudia avec un nouveau respect, si différent des tapes condescendantes sur le bras que j'avais reçues aux fêtes de Noël de l'entreprise au fil des ans. J'essaierai direct. Le conseil est préoccupé
par les implications personnelles de Richard, affectant le jugement de l'entreprise. Cette entreprise immobilière frôle plusieurs limites éthiques. Je comprends parfaitement. C'est pourquoi j'ai dissous Moro Holdings. Restructurer les actifs, la documentation et avec votre département juridique, il sembla surpris. Vous avez été occupé. La nécessité très motivante. Monsieur Villeneuve, répondis-je. Il hocha lentement la tête. La vice-présidence pour laquelle Richard visait, elle n'est plus une possibilité pour lui. Je m'en doutais. Dis-je. Il continua, se penchant en avant. Cependant, nous valorisons la stabilité, la discrétion. Si Richard accepte un transfert latéral au bureau de Marseille, nous pouvons éviter des situations publiques compliquées. L'entreprise aiderait, bien sûr, avec les frais de déménagement. L'offre me surprit, pas seulement pour sa générosité, mais pour son timing. Vous y avez beaucoup réfléchi. Le conseil se réunit chaque semaine. Madame Moreau, répondit-il, avec un léger sourire, cette affaire a été notre principale discussion depuis votre célébration d'anniversaire éclairante. Ce soir-là, je présentais l'option de Marseille à Richard alors que nous étions assis dans le salon après que les enfants furent couchés. Notre nouveau rituel de négociation civilisée, Marseille, répéta-t-il, faisant tournoyer la glace dans son verre de whisky. C'est la solution. C'est la solution du conseil. Corrigez calmement. L'alternative est les licenciements. Peut être avec des conséquences légales selon ce qu'ils trouveront d'autre. En regardant de plus près Moro Holdings, il vida sombere. Et toi et les enfants, suis-je censé déménager seul? J'avais anticipé cette question. Nous maintiendrons 2 ménages. Les enfants termineront l'année scolaire ici, puis te rejoindront pour l'été. Nous évaluerons des arrangements plus permanents à l'automne. Tu as pensé à tout, dit-il amèrement. Pas à tout, répondis-je. Juste aux prochaines étapes nécessaires. Richard accepta le transfert à Marseille, le présentant aux amis, à la famille, comme une opportunité de carrière significative. En Yoin, il avait loué un appartement là-bas, revenant à Cahors un week-end sur 2. L'arrangement me donna de l'espace pour respirer, planifier mes prochains mouvements en J'obtins un poste à temps plein chez Morel, Millet et Cohen en tant que spécialiste du droit immobilier, un rôle nouvellement créé qui reconnaissait mon expertise unique. Monsieur Miller avait défendu ma nomination malgré la résistance des autres associés. Une femme mariée avec des enfants d'âge scolaire n'est pas une embauche traditionnelle, admit-il lors de mon entretien. Mais votre travail, cette dernière année, a été exceptionnel. Nous serions fus de vous perdre au profit d'une autre étude. Le salaire était modeste comparé à celui de Richard. Mais combiné aux revenus des propriétés locatives maintenant sous ma gestion, il fournissait une base d'indépendance que je n'avais jamais connue auparavant. J'ouvris mon propre compte bancaire, un acte qui aurait semblé une trahison dans les premières années de mon mariage. Quand les enfants rejoignirent Richard à Marseille pour l'été, je me permis une semaine de solitude dans la maison qui avait été ma belle prison.
Je parcourus des pièces vides, touchant les meubles, des photographies affrontant des souvenirs à la fois doux, douloureux. Le 7e jour, je commençais à faire des changements, repeignant la chambre principale en un bordeaux riche que Richard aurait détesté, remplaçant les rideaux floraux par des lignes modernes propres, déplaçant les meubles pour créer un bureau à domicile dans ce qui avait été la chambre d'amis de Béatrice. En septembre, quand Linda et David revinrent pour l'année scolaire, ils trouvèrent non seulement une maison redécorée, mais une mère transformée. J'étais plus mince. Ma garde-robe mise à jour avec des robes structurées, des pantalons sur mesure qui scandalisaient certaines épouses du club de campagne, mais gagner des hochements d'approbation subtils des femmes plus jeunes. Je me rendais au travail chaque matin, porte-documents à la main, rentrais à temps pour préparer le dîner, prouvant que l'ambition, la maternité n'était pas mutuellement exclusive. Maman, toi et papa divorcés, demanda Linda un soir, alors que nous faisions la vaisselle ensemble, à 13 ans, elle était perspicace au-delà de son âge. Nous trouvons une nouvelle manière d'être une famille, répondis-je prudemment. Parfois, les adultes ont besoin d'espace pour comprendre les choses. Est-ce à cause de tante Béatrice, insista-t-elle, me surprenant par sa perspicacité quand je répondis pas immédiatement. Elle les continua. Je les ai vus une fois au parc, quand ils n'avaient pas que j'étais là. Ils se tenaient la main, comme toi, et papa ne le fait jamais. Mon cœur souffrait pour son innocence perdue. Les adultes font des erreurs. Ma chérie, des erreurs compliquées. Je t'aime mieux maintenant, dit-elle soudain, son jeune visage solennel. Tu souris avec tes yeux, pas seulement avec ta bouche. Son observation resta avec moi. Un repère dans les moments difficiles. Dans les mois qui suivirent, Richard lutta contre la séparation de manière subtile, oubliant d'envoyer les chèques de pension alimentaire, appelant les enfants pour se plaindre de la solitude, faisant des visites surprises qui perturbaient nos nouvelles routines. Chaque manipulation était accueillie avec une résolution calme de ma part. Nos batailles, menées par avocat plutôt que par des voix élevées, au printemps 1968. Le pays était en proie à des turbulences politiques sociales. Ma vie personnelle l'était aussi. Richard demanda le divorce, invoquant l'abandon, une accusation risible étant donné les circonstances, mais qui menaçait ma réputation, la garde des enfants. Monsieur Miller me représenta contre-attaquant avec des preuves de l'infidélité de Richard, soigneusement retenues jusqu'à ce qu'elles soient absolument nécessaires. Le matin où l'avocat de Richard reçut notre réponse complète avec des photographies horodatées des reçus d'hôtel sur 3 ans. L'accusation d'abandon fut retirée. De nouveaux termes furent proposés, une séparation nette avec une pension alimentaire généreuse, une garde partagée. Il a peur, expliqua Monsieur Miller, alors que nous examinions l'offre dans son bureau, pas seulement de l'exposition publique, mais de ce que vous pourriez avoir documenté d'autres pendant votre temps à l'étude. Sa peur sert-elle aux objectifs demandai-je pragmatiquement,
Admirablement, répondit-il avec l'ombre d'un sourire. Le divorce fut finalisé en juin 1968, notable pour ses termes généreux, à une époque où les femmes divorcées faisaient souvent face à la ruine financière. Je gardais la maison de Cahors, les propriétés locatives, la garde principale des enfants. Les paiements de pension alimentaire de Richard étaient substantiels, garantis par un privilège sur sa pension. Ce que je cédais était insignifiant en comparaison. Quelques meubles, la moitié de la porcelaine, l'adhésion au club de campagne que j'avais fini par détester. Les murmures me suivirent, bien sûr. Le divorce en 1968 portait encore un stigmate, surtout dans les cercles de banlieue. Les invitations diminuèrent, les mères d'école m'évitaient. Linda lutta avec des amitiés changeantes, alors que ses camarades de classe étaient interdits de visiter notre maison désormais brisée. Mais pour chaque porte fermée, des fenêtres inattendues s'ouvrait Carole Bisset, une récente veuve qui avait emménagé à côté, devint une alliée improbable dans la quarantaine avec des enfants adultes. Elle avait hérité de l'entreprise d'assurance de son mari, était déterminée à la gérer elle-même malgré la pression de vendre. Ces vieux dinosaures pensent qu'une femme ne peut pas comprendre les tables actuarielles. Me confia-t-elle un matin autour d'un café, attends de voir mes chiffres trimestriels. Grâce à Carole, je rencontrais d'autres femmes traçant des chemins non conventionnels, une pharmacienne qui avait repris l'entreprise de son père, une veuve gérant des propriétés locatives, une enseignante divorcée soutenant 3 enfants. Nous formâmes un réseau informel partageant la garde d'enfants, des conseils d'affaires, des rires bien nécessaires. En 1970, ma réputation professionnelle avait surpassé le scandale de mon divorce. Je gérais des transactions immobilières pour plusieurs entreprises importantes, avait élargi le portefeuille locatif à 7 propriétés. Enseignait un cours du soir sur le droit immobilier à l'école communautaire. Les enfants passaient les vacances en alternance avec Richard, qui s'était remarié avec une collègue plus jeune du bureau de Marseille, un développement qui ne surprit personne, moi encore moins. À l'été 1972, une lettre inattendue arriva de Brest portant l'écriture de Béatrice. Pendant des jours, elle resta non ouverte sur mon bureau. Une bombe un retardement du passé que je n'étais pas sûre de vouloir faire exploser quand je brisais enfin le seau. Ces mots se déversèrent dans son écriture familière en boucle. Dorothée, je sais qu'aucune excuse ne pourra jamais suffire, mais j'ai besoin que tu saches combien je regrette profondément la douleur que j'ai causée. Richard m'a trouvée l'année dernière à Brest. Il voulait recommencer ce que nous avions, même s'il était remarié. J'ai refusé, dropped out. J'ai compris quel genre d'homme il est vraiment, quel genre de femme tu es. Je ne demande pas le pardon, seulement qu'un jour tu puisses penser à moi comme autre chose que la pire erreur de ta vie. Ta sœur, Béatrice, je lus 3 fois avant de placer la lettre dans le tiroir de mon bureau. Aucune réponse ne semblait adéquate. Le pardon n'était pas un moment unique,
mais un processus qui pourrait prendre le reste de nos vies. Pour l'instant, la reconnaissance devrait suffire. En décembre 1973, Charles Villeneuve appela avec une proposition inattendue. Manufacture Moreau se développait dans l'immobilier commercial, avait besoin de quelqu'un pour superviser leurs acquisitions immobilières. L'ironie ne nous échappa pas à tous les deux. L'entreprise qui avait presque été la chute de Richard cherchait maintenant mon expertise. Serait-ce gênant pour vous? Compte tenu de l'histoire, demanda Charles prudemment. L'histoire fait des fondations solides quand elle est correctement reconnue, répondis-je. Je serais intéressée à discuter des termes au début de 1974. À 40 et 1 an, je devins la première femme cadre de manufacture Moreau, directrice du développement immobilier. Mon bureau offrait de grandes fenêtres donnant sur le centre-ville de Cahors, loin de la salle de classement, sans fenêtre, où ma transformation avait commencé 9 ans plus tôt. Madame Gressan, maintenant à la retraite mais toujours une amie chère, assista à la petite célébration que nous organisâmes après mon premier jour. Te souviens-tu quand tu disais que tu avais besoin de quelque chose qui t'appartienne à toi seul? Demanda-t-elle, levant son verre de champagne pour un toast. Regarde-toi maintenant. Je n'aurais pas pu le faire sans toi, répondis-je sincèrement. Elle secoua la tête. Non, Dorothée, tu l'avais en toi tout ce temps. Certaines femmes ont juste besoin de la bonne catastrophe pour découvrir leur pouvoir. Au printemps 1975, je reçus une invitation inattendue à parler à l'Association des femmes d'affaires de Cahors, un groupe qui avait ostensiblement ignoré mon existence pendant le divorce. Le sujet était l'investissement immobilier pour les femmes. Mais le vrai sujet était la transformation. En me tenant au podium face à 60 femmes d'âge varié, je vis dans leurs yeux ce qui avait autrefois été dans les miens. Incertitude, espoir, détermination, mesdames, message. La sagesse conventionnelle nous dit que la sécurité vient de s'attacher à des hommes à succès. Mon parcours m'a appris que la vraie sécurité ne vient que de ce que vous construisez avec vos propres mains, votre propre esprit. Pendant l'heure suivante, je partageais des conseils pratiques sur le droit immobilier, les stratégies d'investissement, mais sous l'information technique courait un message plus profond. La catastrophe peut devenir un catalyseur si vous refusez d'être défini par ce qui vous a été fait. Ensuite, une jeune femme m'approcha, serrant un carnet rempli de notes soigneuses. Madame Moreau, pensez-vous vraiment qu'il est possible pour quelqu'un comme moi de faire ce que vous avez fait? J'étudiais son visage enthousiaste, voyant des échos de moi-même plus jeune. Comment? Vous appelez-vous Marguerite? Répondit-elle. Marguerite Chen. Marguerite, le monde change plus vite que la plupart des gens ne le réalisent. Loïc, dis-je, la question n'est pas de savoir si c'est possible, mais si vous êtes prête à persister quand d'autres disent que ce ne l'est pas. Elle redressa légèrement les épaules. Je crois que je le suis. Alors, oui, dis-je, souriant pleinement. Ce n'est pas seulement possible, c'est inévitable. Cette nuit-là, seule, dans la maison que j'avais récupérée, refaite, je m'assis à mon bureau, rédiger enfin une brève réponse à la lettre de Béatrice de 3 ans plus tôt,
Le passé nous a façonnés toutes les deux. Peut être qu'un jour nous pourrons parler de l'avenir à la place. Dorothée, le voyage de l'épouse trahie à la femme indépendante n'avait pas été droit, ni simple. Il y avait encore des moments où le chagrin m'embusquait, où les enfants luttaient avec leur famille divisée, où des portes professionnelles restaient fermées malgré mes qualifications. Mais à 42 ans, j'avais construit quelque chose que personne ne pouvait m'enlever. Pas ce mare, pas une sœur, pas même le temps lui-même, la connaissance inébranlable de ma propre capacité à renaître des cendres. En tant que Dorothée Moreau, à 21 ans, en regardant en arrière sur ces années transformatrices, je peux vous dire ceci. Parfois, le plus grand acte d'amour est celui que vous vous donnez, enfin, la permission de devenir la femme que vous étiez toujours destinée à être. Si mon histoire a touché votre cœur aujourd'hui, cliquez sur le bouton d'abonnement, mettez un petit cœur sur cette vidéo. Votre soutien aide à partager ces parcours de vie réels avec d'autres qui pourraient avoir besoin de les entendre. J'aimerais savoir ce que vous pensez de mon histoire. A-t-elle résonné avec vous? Laissez un commentaire ci-dessous. Dites-moi quelle partie de mon parcours a signifié quelque chose pour vous. Souvenez-vous, il n'est jamais trop tard pour réécrire la vôtre.